Dimanche 26 février 1984. Le téléphone sonna à 10 heures du soir. Ces années-là, le cinéma de minuit sur la 3e chaîne commençait à 10h30 et j'avais l'intention de voir Acte de violence de Fred Zinman. Je décrochais. Une voix connue m'annonça la mort de Catherine sur l'autoroute de Normandie l'après-midi même. On raccrocha, je restais sec, ouvris mon répertoire et rayais frénétiquement son nom. L'affaire était entendue. Le grand miracle auquel j'aspirais depuis notre déjeuner du vendredi n'aurait pas lieu. Ce dimanche, au milieu de l'après-midi, une vague de pessimisme m'avait submergé, me disant que c'était foutu, que je ne pourrais revenir en arrière ou recommencer, mais c'est pareil, que cette femme qui m'avait aimé, mais dont j'avais piétiné l'amour, tout en l'aimant, cette femme qui était la femme de ma vie, sans que j'en ai encore la connaissance absolue, parce qu'elle était ce que tout écrivain, tout artiste cherche, une femme d'écrivain, une femme d'artiste, cette femme était désormais en dehors de ma vie, de toute vie. Je passais une nuit blanche, toujours sec, sans la moindre larme. Je suis bien incapable aujourd'hui de rapporter quelles étaient mes pensées, et puis je me levai, pris un café, et pour m'occuper tout autant que par nécessité, j'entrepris de repasser chemise et caleçon. Pour ne pas être seul, mais plus encore, parce que je sentais que le silence se faisait sépulcre, je mis un disque sur le plateau. C'était « You're Always on My Mind » par Elvis, et nous sommes suffisamment colonisés par l'anglais pour que je me dispense de traduire. Je m'effondrais en larmes, de ces larmes qui sont des cris peut-être de terreur quand la terre s'ouvre sous nos pas. J'eus l'impression de mordre la moquette et je me surpris même à m'entendre proférer des phrases de regret, des incantations ou peut-être qu'il n'y eut d'autres paroles que des cris. Le reste, l'enterrement, la manière dont la famille me rejeta, demandant à une vague collègue de dire un texte n'a pas d'importance. Je fondis en larmes quand passa le cercueil, parce que dans cette boîte il y avait un corps que j'avais possédé. Après la cérémonie, l'enterrement à Houlgate, dans son caveau de famille, où se trouvait déjà son mari, mort 6 ou 7 ans auparavant, je n'entendis pas les lieux communs. Ils sont réunis maintenant, et même quelle tragédie, car la jeune sœur de Catherine était morte vers 20 ans dans un accident de cheval. Il existe des souvenirs d'avant les souvenirs, et l'un d'eux, c'est moi, peut-être dans les bras de ma mère, visitant une maison qui ressemble à un bungalow avec une terrasse en bois. J'ai retrouvé la photo de la maison, sans moi, mais avec ma mère. J'ignore tout de l'endroit et les témoins sont morts. C'est d'ailleurs le charme et le drame des souvenirs. Nous ne nous y intéressons qu'une fois les témoins disparus, ou souhaitons-le envolés. Nous sommes amenés à nous transformer en détectives, plus exactement en archéologues, et à rechercher, presque à la manière de fouilles, les traces de nos vies et de ceux qui nous ont fait. Sitôt ce premier souvenir retrouvé, l'immense majorité des images qui me revient tourne autour de ma grand-mère maternelle, Marie-Jeanne, comme un pivot central au cours duquel la faiblesse de l'enfant se rattache pour apprendre comme pour se protéger. J'ai quelques photos qui se souviennent de moi, alors que sans elles, je ne me souviendrai de rien.